J'ai trouvé le message de ma petite amie à son ex. J'attends juste l'argent de son héritage, ensuite je pourrai enfin larguer ce loser ennuyeux et être avec toi. Elle a ajouté, il est tellement stupide, il croit vraiment que je l'aime. J'ai laissé un faux avis de l'IRS sur mon bureau. Elle m'a quitté le lendemain. Son appel paniqué a commencé quand j'ai publié ma nouvelle maison sur Instagram. Cela s'est passé il y a environ 6 mois, et je suis enfin prêt à raconter toute l'histoire. Avertissement, c'est long, mais croyez-moi, ça vaut la peine d'être lu. La fin ne vous décevra pas. Quelques éléments de contexte. Moi, un homme de 32 ans, je travaille comme technicien automobile à Phoenix. Je suis dans le même garage depuis 8 ans. J'ai commencé par faire les vidanges et je suis devenu chef technicien en diagnostic. C'est un travail honnête. Je gagne environ 78 000 $ par an, plus des petits boulots le week-end. Je ne suis pas riche, mais je me débrouille bien. Je sortais avec Jessica, une femme de 28 ans, depuis presque 3 ans. Je l'ai rencontrée dans un bar sportif pendant un match des Cardinals. C'était une blonde pétillante qui semblait vraiment s'intéresser à moi. Elle riait à mes blagues. Elle ne semblait pas dérangée par le fait que je travaille avec mes mains. La plupart des femmes que j'avais fréquentées auparavant agissaient comme si être mécanicien était indigne. Mais Jessica faisait comme si c'était attirant. Avec le recul, cela aurait dû être mon premier signal d'alarme, mais je réfléchissais avec la mauvaise tête, vous voyez. Nous avons emménagé ensemble au bout d'environ 1 an, dans un appartement de 2 chambres à Scottsdale. Rien de luxueux, mais c'était dans un quartier sûr, avec de bonnes prestations. Le loyer était de 1900 $ par mois, que je payais entièrement. Jessica construisait sa carrière comme assistante en marketing sur les réseaux sociaux, gagnant environ 36 000 $ par an. Elle promettait toujours qu'elle contribuerait davantage une fois qu'elle aurait obtenu une grande promotion, mais d'une façon ou d'une autre, cette promotion ne s'est jamais matérialisée. Jessica avait des goûts coûteux. Elle voulait toujours manger dans les restaurants les plus chers, avoir le dernier iPhone chaque année, posséder des sacs et des chaussures de marque. Quand je disais que les finances étaient serrées, elle boudait et disait des choses comme « Tu ne veux pas que ta petite amie soit jolie » ou « Je croyais que tu aimais prendre soin de moi ». Elle avait cette façon de transformer toute discussion financière en preuve d'amour. J'ai grandi dans une famille ouvrière. Mon père m'a appris à réparer les voitures dans notre garage, et on passait les week-ends à bricoler ensemble. Je l'ai perdu à cause d'une crise cardiaque quand j'avais 26 ans, ce qui m'a brisé pendant un moment. Ma mère s'est remariée avec un comptable et a déménagé en Floride, donc je suis essentiellement seul ici en Arizona. Je ne suis pas du genre très expressif émotionnellement, alors quand Jessica se fâchait à propos de l'argent, je cédais généralement pour éviter les conflits. C'était ma deuxième erreur. Ce qui a détruit mon monde s'est produit un mardi matin tout à fait ordinaire, en mars. Je me préparais pour aller travailler, je synchronisais mon équipement de diagnostic avec le système informatique de l'atelier sur mon ordinateur portable, quand les messages de Jessica ont surgi sur notre iPad partagé. Elle restait toujours connectée à tout et ne prenait jamais la peine de se déconnecter. J'ai failli ne pas regarder, la vie privée est importante dans un couple, non, mais j'ai vu le nom Adam dans l'aperçu, et ça m'a figé. Adam, c'était son ex, il y a environ 4 ans. D'après Jessica, c'était un abruti manipulateur, qui voulait contrôler ses finances et qui était émotionnellement abusif. Elle prétendait l'avoir bloqué sur tous les réseaux et ne plus jamais vouloir le revoir. Elle disait que c'était la pire erreur de sa vie. Alors pourquoi recevait-elle des messages de lui à 7 heures du matin? La curiosité a pris le dessus. Ce que j'ai lu m'a donné la nausée. Adam, il parle encore de cet argent d'héritage, pas vrai? Il continue à dire qu'il veut acheter une maison avec toi, ça me rend malade physiquement. Jessica, je sais mon chéri, c'est dégoûtant, mais je dois continuer à jouer la comédie jusqu'à ce que tout arrive sur son compte. Adam, ne te mets pas trop à l'aise à jouer à la petite famille avec lui, tu m'appartiens. Jessica, tu sais que c'est vrai, j'attends juste que l'héritage arrive, dès que l'argent est sur son compte, j'en ai fini avec cette mascarade. Adam, combien on parle exactement? Jessica, environ 150 000, largement de quoi acheter le condo que tu voulais à Tampa, et il restera encore plein d'argent pour le style de vie qu'on mérite. J'ai dû relire 3 fois avant que ça ne s'imprime vraiment dans ma tête. L'héritage était réel. Ma grand-mère paternelle était décédée environ 8 mois plus tôt et m'avait laissé 147 000 $. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Quand l'avocat de la succession me l'a annoncé, j'étais submergé de gratitude et d'excitation. La première personne que j'ai appelée, c'était Jessica. Je me souviens encore très clairement de sa réaction,
elle a littéralement crié de joie, s'est mise à sauter partout dans notre cuisine en parlant de ce billet en or et du fait que nous pouvions enfin vivre la vie que nous méritions. Elle a immédiatement attrapé son téléphone et s'est mise à faire défiler Zillow, me montrant des maisons bien au-dessus de ce que nous pouvions raisonnablement nous permettre. Quand j'ai suggéré qu'on regarde quelque chose de plus modeste, elle a dit « Bébé, c'est notre chance de vraiment vivre, ne sois pas si conservateur, il faut penser en grand. » Maintenant je comprenais, elle n'était pas excitée pour nous, elle l'était pour elle et Adam. J'ai fait défiler l'historique de leurs messages avec les mains tremblantes, ils planifiaient cela depuis des semaines, peut-être des mois. Elle se plaignait constamment de devoir faire semblant d'être heureuse avec moi, me traitait d'ennuyeux et disait que j'étais trop limité d'esprit pour elle, mais que l'argent rendrait tout cela supportable. Adam l'encourageait sans cesse à s'en tenir au plan et à ne rien gâcher alors qu'ils étaient si proches de la ligne d'arrivée. Le pire, c'est qu'ils cherchaient déjà un appartement ensemble, regardaient des logements de luxe à Tampa à plus de 2800 $ par mois, bien plus que ce que je pouvais me permettre avec mon seul salaire, mais parfait pour quelqu'un qui prévoit de voler 150 000 $. Je suis resté assis là, en uniforme de travail, mes bottes renforcées bien lacées, prêt à partir, regardant autour de notre appartement que je payais entièrement, la télé 65 pouces qu'elle avait absolument voulu pour ses séries Netflix, le canapé d'Anglore de prix qu'elle avait choisi parce qu'il était parfait pour recevoir, les appareils de cuisine haut de gamme qu'elle avait achetés parce qu'elle allait soi-disant se mettre à cuisiner des plats gastronomiques mais qu'elle n'avait jamais utilisé une seule fois. C'était comme si je regardais un décor de cinéma, où j'étais le personnage principal sans savoir que je jouais dans le scénario de quelqu'un d'autre. La colère ne m'a pas frappé immédiatement, à la place, j'ai ressenti cette clarté analytique froide me submerger, comme quand on diagnostique un problème complexe de moteur et que soudain, tous les symptômes étranges commencent à avoir du sens. Je ne faisais pas face à une petite amie qui ne m'aimait plus, j'avais affaire à une arnaqueuse calculatrice qui ne me voyait que comme un chèque de paie. Et si elle voulait jouer avec mon cœur et mon argent, j'allais lui montrer que ce mécanicien prétendument simplet était bien plus malin qu'elle ne le pensait. Pendant les 10 jours suivants, je suis devenu le plus grand acteur du monde. Je peux vous dire que c'est la chose la plus épuisante émotionnellement que j'ai jamais faite de ma vie. M'asseoir en face d'elle au dîner, l'écouter se plaindre de sa semaine de 25 heures tout en sachant qu'elle planifiait activement de me dépouiller et de disparaître. Mais je devais voir jusqu'où allait ce terrier. Peut-être que je comprenais mal quelque chose, peut-être qu'il me manquait un contexte, peut-être qu'elle m'aimait réellement et qu'elle avait juste des doutes. Spoiler, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas, et elle ne m'aimait pas. J'ai commencé à la tester de manière discrète. Je glissais le nom d'Adam dans la conversation, comme « Qu'est-ce qu'il est devenu ton ex, Adam non ?» Elle avait ce petit éclair de panique dans les yeux avant de couvrir avec un « Burke, pourquoi est-ce que je penserais à ce loser ?» mais elle changeait aussitôt de sujet et trouvait une excuse pour vérifier son téléphone. J'ai commencé à observer plus attentivement ses habitudes avec son téléphone. Chaque vibration ou notification, elle saisissait l'appareil comme si sa vie en dépendait. Si j'étais dans les parages, elle tournait l'écran dans l'autre sens ou disait soudain qu'elle devait aller aux toilettes. Quand je lui demandais qui écrivait, c'était toujours juste du travail, ou ma sœur qui dramatise, ou les filles qui planifient un truc. Mais je la voyais taper ses réponses longues et détaillées à ce qu'elle prétendait être de simples messages professionnels. Qui écrit des paragraphes entiers pour planifier des publications sur les réseaux sociaux? Le plus rageant, c'était de l'entendre parler de notre avenir ensemble. Elle passait des heures à décrire la maison qu'on allait acheter, parlant en détail de plans de travail en granit et de dressing, expliquant qu'il nous fallait au moins 3 chambres pour quand nous fonderions une famille. Elle avait tout un fantasme élaboré, entièrement financé par mon héritage. Quand j'essayais d'apporter un peu de réalisme financier dans ces discussions, en suggérant qu'on devrait être plus prudent avec le budget, elle devenait visiblement frustrée. « Tu es tellement négatif, disait-elle avec cette moue, cet argent est censé changer notre vie, pourquoi tu agis comme si on devait rester pauvre pour toujours ?» Je ne dis pas qu'on doit rester pauvre, je répondais, je dis juste qu'on devrait être intelligent avec ça. Intelligent, mais c'est ça être intelligent, disait-elle. C'est notre seule chance de prendre de l'avance dans la vie, tu ne veux pas subvenir à nos besoins, tu ne veux pas que je sois heureuse et en sécurité? La manipulation était tellement évidente une fois qu'on sait ce qu'il faut repérer. Chaque conversation sur l'argent devenait une question de responsabilité masculine, celle de lui offrir le style de vie qu'elle méritait, et d'égoïsme si je proposais d'utiliser cet argent pour quelque chose de pratique. Mais le moment qui a vraiment tout confirmé est arrivé environ une semaine après le début de mon enquête. J'ai mentionné en passant que je pensais peut-être utiliser une partie de l'héritage pour acheter un nouveau camion de travail, au lieu de mettre chaque centime dans l'achat d'une maison. La transformation a été immédiate et spectaculaire.
Elle était en train d'écouter distraitement tout en faisant défiler Instagram, puis elle s'est soudainement redressée, toute son attention braquée sur moi. Un camion, a-t-elle dit, et j'ai entendu la panique réelle s'infiltrer dans sa voix. Mais chérie, on avait déjà parlé de ça, la maison est notre priorité principale, c'est de notre avenir qu'il s'agit. Je sais, mais mon camion actuel a 190 000 miles au compteur, il va bientôt avoir besoin de réparations importantes, et j'ai besoin d'un véhicule fiable pour aller travailler. De vraies larmes ont commencé à se former dans ses yeux. Je pensais qu'on avait un plan, j'ai rêvé de notre maison, de notre vie ensemble, de la décoration de notre espace. Est-ce que tu es en train de dire que tu ne veux plus de ça? Tu as des doutes sur nous? C'était une véritable masterclass en manipulation émotionnelle. Elle avait transformé ma préoccupation pratique à propos de la fiabilité d'un véhicule en un référendum sur toute notre relation et mon engagement envers elle. Bien sûr que je veux tout ça, ai-je répondu, jouant parfaitement mon rôle. Tu as absolument raison, la maison passe en premier. Elle s'est visiblement détendue, essuyant ce que je réalise maintenant être des larmes complètement fausses. Ouf, j'ai eu peur pendant une seconde. En fait, j'ai déjà commencé à regarder des sites de meubles pour notre futur chez nous, j'ai trouvé une chambre incroyable qui serait parfaite. Notre chez nous, notre avenir, avec mon argent, qu'elle prévoyait de voler avant de s'enfuir avec un autre homme. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir. Nous étions allongés dans le lit après avoir regardé un film, et elle a commencé à parler de combien elle était excitée par notre nouvelle vie ensemble, à quel point elle avait hâte de quitter son travail pour se concentrer sur le fait de transformer notre maison en un vrai foyer, comment elle allait être la petite amie parfaite une fois qu'on aurait une vraie sécurité financière. Elle traçait des petits cercles sur ma poitrine avec son doigt et disait « Je t'aime tellement, j'aime ce que nous construisons ensemble, tu vas faire de moi la femme la plus heureuse du monde. » Je restais allongé là, les yeux fixés au plafond, en pensant à comment elle prévoyait de tout détruire dès qu'elle aurait obtenu ce qu'elle voulait. À quel point chaque « je t'aime » signifiait en réalité « je t'aime » pour ton compte en banque. À quel point chaque conversation sur notre avenir n'était en fait qu'un calcul de $5. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps de découvrir à quel point Jessica m'aimait réellement, et combien elle aimait mon héritage. Le test que j'avais en tête allait répondre à cette question de façon définitive. J'aurais probablement dû la confronter directement et mettre fin à la relation comme une personne normale, mais j'étais blessé, en colère, et honnêtement curieux de savoir à quelle vitesse elle sauterait du navire si elle pensait que l'argent avait disparu. Appelez ça de la curiosité scientifique sur la nature humaine. Ce jeudi soir, j'ai passé la nuit à rechercher des catastrophes financières en ligne. La faillite semblait trop compliquée et prendrait trop de temps pour sembler crédible. J'avais besoin de quelque chose d'immédiat et de dévastateur qui ferait disparaître l'héritage du jour au lendemain. C'est alors que j'ai découvert la solution parfaite, les saisies fiscales de l'IRS sur les biens hérités. Il s'avère que lorsqu'on hérite d'une somme d'argent, il peut y avoir de graves complications fiscales si la succession de la personne décédée n'a pas été correctement traitée. J'ai trouvé plusieurs exemples réels de cas où l'IRS avait saisi les biens hérités en raison de taxes impayées, de pénalités et d'intérêts dus par la succession d'origine. C'était parfait, immédiat, dévastateur et complètement crédible. Le vendredi matin, après que Jessica soit partie pour son travail à temps partiel, je me suis mis au travail pour créer le faux document le plus convaincant de ma vie. J'ai trouvé un modèle officiel de saisie fiscale de l'IRS en ligne et j'ai passé 2 heures à personnaliser chaque détail. J'ai fait en sorte que cela ressemble à un document indiquant que la succession de ma grand-mère devait $185 000 en arriérés d'impôts et pénalités, et que l'IRS saisissait tous les biens hérités pour régler la dette. J'ai utilisé l'entête officielle de l'IRS, inclus des numéros de dossiers réalistes et des codes fiscaux, j'ai même recherché le langage juridique exact utilisé dans ce genre de situation. J'ai imprimé le tout sur du papier de qualité et placé le document dans une enveloppe IRS à l'aspect authentique que j'ai acheté chez Office Depot. Voilà ce qu'il faut savoir sur Jessica, elle n'est pas juste curieuse par nature, elle est agressivement fouineuse surtout. Elle range toujours mes papiers sans y être invitée, fouille dans mon portefeuille pour vérifier que j'ai bien toutes mes cartes importantes, regarde mon téléphone quand je suis sous la douche parce qu'elle s'inquiète que je manque des appels importants. Elle déguise cela en attention et en bienveillance, mais en réalité, c'est du pur contrôle et de la curiosité maladive. J'ai laissé le faux avis de saisie fiscale sur le comptoir de la cuisine, partiellement dissimulé sous du courrier légitime, placé exactement là où je savais que ses yeux fouineurs le trouveraient dans les heures suivantes. Ensuite, je suis allé au travail et j'ai agi comme si de rien n'était. J'ai dit à mes collègues que j'étais content que l'héritage soit enfin débloqué, et que je regardais des maisons avec Jessica pour le week-end. J'ai vraiment joué à fond la carte du couple heureux et de la demande en mariage imminente. Vers 14h30,
mon téléphone a commencé à exploser. D'abord un message, appelle-moi tout de suite, urgence, puis des appels manqués, beaucoup d'appels. Quand j'ai enfin décroché, elle était pratiquement en train d'hyperventiler. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle hurlé dans le téléphone, comment tu as pu ne pas me parler de ça? Il y a une lettre de l'IRS, ils prennent ton héritage. Tout, j'ai fait semblant de ne rien comprendre. Quelle lettre, de quoi tu parles, calme-toi. L'avis de saisie de l'IRS, ta grand-mère, apparemment elle devait des sommes énormes en arriérés d'impôts, et maintenant ils saisissent tout. Nous allons perdre l'argent de la maison. Remarquez comme elle n'a pas dit, tu vas perdre ton argent, mais, nous allons perdre l'argent de la maison, comme si cela nous appartenait déjà à tous les deux. Je ne comprends pas, ai-je dit en injectant une véritable confusion dans ma voix. L'avocat de la succession ne m'a jamais parlé de problèmes fiscaux. Et bien évidemment il s'est complètement planté, c'est une véritable catastrophe. Qu'est-ce qu'on va faire, comment on va régler ça? Encore une fois, ce on, comme si cette crise financière nous touchait de façon égale, alors qu'il s'agissait de mon héritage et de ma grand-mère. Je suppose que je dois appeler l'avocat immédiatement et comprendre ce qui se passe, ai-je dit. Combien de temps ça va prendre, on peut se battre contre ça, il doit bien y avoir un recours, on peut engager un avocat fiscaliste, et faire appel, non? Le désespoir dans sa voix était tout simplement incroyable. Cette femme, qui prétendait m'aimer pour ce que je suis, était en panique totale parce qu'un chèque qu'elle comptait secrètement voler risquait de ne pas arriver. Honnêtement, je ne sais pas Jess, d'après cette lettre, il gèle tout en attendant un audit complet de la succession. Cela pourrait prendre des mois, peut-être même des années à se résoudre. Silence total à l'autre bout de la ligne. Des mois, a-t-elle finalement chuchoté, comme si je venais de lui annoncer un décès. Peut-être plus. Le gouvernement n'agit pas rapidement dans ses affaires. Je suis vraiment désolé ma chérie, je sais qu'on avait tellement de projets. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. On en parlera quand tu rentreras ce soir. Elle a raccroché sans dire je t'aime, ni on va surmonter ça ensemble, ni aucune des phrases de soutien qu'on attendrait d'un partenaire dans une crise. Quand je suis rentré ce soir-là, j'ai immédiatement remarqué que sa voiture n'était plus à sa place attitrée sur le parking. Je suis monté, et l'appartement semblait différent, vide, creux. Un rapide coup d'œil a révélé que plusieurs de ses affaires essentielles avaient disparu. Sa trousse de maquillage hors de prix avait disparu de la salle de bain, le sac de créateur que je lui avais offert à Noël, plusieurs tenues de notre placard, y compris les robes luxueuses qu'elle portait lors d'occasions spéciales. Sur le comptoir de la cuisine, à l'endroit même où elle me laissait autrefois des petits mots doux pour dire qu'elle pensait à moi ou qu'elle avait acheté du lait, se trouvait une feuille pliée. Le mot était bref et brutal. Je ne peux plus gérer ça. J'ai besoin de stabilité et d'un partenaire qui puisse m'offrir la sécurité pour l'avenir. Ce désordre financier est trop de stress et d'incertitude. Je pense que nous voulons des choses différentes dans la vie. Je reste chez une amie pendant que je réfléchis à mes prochaines étapes. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires plus tard. Pas de je t'aime, pas de on va traverser ça ensemble, pas de je suis là pour toi dans ce moment difficile, pas de on trouvera une solution. Juste, j'ai besoin d'un partenaire qui peut m'offrir la sécurité. Elle avait tenu exactement 6h43 après avoir cru que mon héritage avait disparu. Je me suis assis sur notre canapé hors de prix, dans le silence de l'appartement, et j'ai éclaté de rire. Pas un rire joyeux, mais ce genre de rire amer et ironique qui survient quand quelque chose est si affreusement prévisible que ça en devient presque drôle. Mon téléphone a vibré avec un message provenant d'un numéro inconnu. Salut mec, c'est Adam. Jessica m'a dit ce qui s'est passé avec ton héritage, c'est vraiment nul. Elle est assez secouée par tout ça. L'audace absolue de ce type, m'envoyant un message pour faire semblant de compatir alors que ma petite amie était probablement déjà chez lui, en train de fêter leur arnaque réussie. Je n'ai pas répondu à Adam. À la place, je suis resté assis dans cet appartement silencieux, entouré de toutes les choses chères que j'avais achetées pour essayer de rendre Jessica heureuse, et j'ai commencé à planifier ma prochaine étape. Parce que si elle pensait que cette histoire était terminée, elle allait bientôt découvrir qu'elle avait choisi le mauvais gars avec qui jouer. Les semaines suivantes ont été, honnêtement, la période la plus libératrice que j'ai vécue depuis des années. Oui, c'était parfois solitaire, mais c'était aussi incroyablement paisible. Plus besoin de marcher sur des œufs à chaque décision financière, plus besoin d'écouter des plaintes constantes sur des choses qu'on ne pouvait pas se permettre, plus besoin de faire semblant de m'intéresser aux abonnés Instagram ou à n'importe quel drame insignifiant au sein de son emploi à peine à temps partiel. J'ai commencé à fouiller dans les affaires abandonnées de Jessica,
et les preuves de sa manipulation financière étaient écrasantes. Des relevés de cartes de crédit cachées montrant des achats dans des boutiques de luxe dont je n'avais jamais entendu parler, des confirmations de livraison Amazon pour des colis qui n'étaient jamais arrivés chez nous. Elle utilisait notre compte Amazon Prime partagé pour acheter des vêtements et des accessoires de marque, puis les faisait livrer chez sa sœur pour dissimuler ses achats. Cette fille menait une véritable opération de shopping secrète avec mon argent depuis des mois. J'ai supprimé systématiquement tous ses accès aux comptes partagés, Netflix, Spotify, Amazon Prime, Hulu, même la carte de fidélité du supermarché qui nous donnait des réductions sur l'essence. Mesquin, peut-être, mais je n'allais pas continuer à financer son mode de vie pendant qu'elle jouait à la parfaite petite épouse avec son ex. Quand mes collègues de l'atelier ont commencé à demander où était passée Jessica, au bout d'environ 1 semaine et demie, je leur ai donné la réponse techniquement correcte. Elle est chez une amie. Je n'ai pas précisé que l'amie en question était son ex-petite amie avec qui elle prévoyait secrètement de me quitter depuis le début. Plusieurs de mes potes ont été étonnamment compréhensifs. Honnêtement mec, m'a dit Jack, notre chef motoriste, elle m'a toujours semblé un peu exigeante, comme si elle faisait la liste de tout ce que tu dépensais pour elle. Apparemment, je n'étais pas le seul à avoir remarqué ces schémas de comportement manipulateur. L'argent de l'héritage était toujours bien en sécurité sur mon compte courant, évidemment, alors j'ai recommencé à chercher des maisons, mais cette fois exclusivement pour moi. Plus de demandes de plans de travail en granit ou de dressing, plus de disputes sur le besoin d'une salle à manger formelle qu'on n'utiliserait jamais. Je pouvais acheter quelque chose de pratique, qui me plaisait vraiment. J'ai trouvé la propriété parfaite en 2 semaines, une solide maison de style ranch avec 3 chambres à environ 15 minutes de l'atelier. Rien de luxueux ni d'impressionnant, mais elle avait du caractère et du potentiel. Et surtout, elle avait un grand garage 2 places que je pouvais facilement transformer en véritable atelier à domicile pour mon activité complémentaire. Le prix demandé était de 178 000 $, ce qui entrait parfaitement dans mon budget d'acheteur comptant. 3 semaines plus tard, j'étais officiellement propriétaire pour la première fois de ma vie. Marcher dans ces pièces avec les clés en main, en sachant que chaque décision à propos de cet endroit m'appartiendrait entièrement, c'était une sensation incroyable. J'ai passé ma première soirée de propriétaire assis sur les marches du perron, à profiter du calme du quartier et à planifier tous les projets que je voulais entreprendre. C'était à moi, pas à nous, à moi. Plus de compromis ou de disputes sur les couleurs de peinture, plus personne pour dépenser mon argent durement gagné dans des absurdités frivoles. J'ai pris un simple selfie, assis sur ces marches avec les clés bien visibles dans ma main, et je l'ai posté sur Instagram. La légende était simple, nouveau chapitre, c'est officiellement le début. Je n'ai identifié personne, je n'ai pas parlé de la rupture, je n'ai ajouté aucun contexte dramatique, juste une annonce discrète d'un moment important de ma vie. En moins de 10 minutes, mon téléphone s'est mis à vibrer comme un fou. D'abord un appel d'Adam, avec le même numéro que celui qu'il avait utilisé pour m'envoyer un message auparavant. Je l'ai directement envoyé sur la messagerie. Puis Jessica a appelé avec son numéro habituel. Puis Adam de nouveau, puis une avalanche de messages de plus en plus frénétiques de la part des deux. La panique dans leurs messages était absolument délicieuse à observer. Jessica, oh mon Dieu, tu as acheté une maison, comment c'est possible avec cette histoire de saisie fiscale? Adam, mec, c'est quoi ce délire? Jessica m'avait dit que tu étais complètement fauché. Jessica, tu dois m'appeler tout de suite, je suis totalement perdu. Adam, tu ferais mieux de ne pas jouer à un jeu foireux ici. Jessica, ça n'a aucun sens, qu'est-il arrivé avec l'histoire de l'IRS? J'ai ignoré chaque message et chaque appel. À la place, je suis allé chez Home Depot, j'ai acheté un nouveau barbecue au gaz pour la terrasse, et j'ai passé ma soirée à cuisiner dans mon propre jardin, en regardant le soleil se coucher sur ma propriété. Qu'il panique et se pose 1000 questions. Il finirait bien par découvrir la vérité. Les appels et messages ont continué pendant 3 jours entiers, devenant de plus en plus fréquents et désespérés. Jessica perdait clairement la tête, essayant de comprendre ce qu'il était arrivé à son plan soigneusement élaboré, pendant qu'Adam devenait de plus en plus furieux que leur combine soit en train de s'effondrer. J'ai finalement décidé de répondre au 4e jour, principalement parce que j'étais sincèrement curieux de savoir comment Jessica allait tenter d'expliquer ou de justifier son comportement. Oh Dieu merci, a-t-elle soufflé quand j'ai décroché, j'étais morte d'inquiétude pour toi, qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'IRS, comment tu peux soudainement avoir assez d'argent pour acheter une maison? Plus rien n'a de sens. J'ai gardé ma voix complètement neutre et sans émotion. Tu es partie Jessica. Je suis parti parce que je pensais que tu étais ruinée, j'ai eu peur, je ne savais pas quoi faire d'autre, n'importe qui aurait été terrifié dans cette situation.
Le mot que tu as laissé était pourtant assez clair sur tes priorités, ai-je dit calmement. Tu as écrit que tu avais besoin de stabilité et d'un partenaire capable de fournir une sécurité, et puisque je n'étais apparemment pas capable de t'offrir cela, tu es parti chercher quelqu'un qui le pouvait. Long silence pendant que son cerveau carburait pour trouver une nouvelle stratégie. Ce n'est pas. Écoute, j'étais en mode panique, d'accord? J'ai cru qu'on avait tout perdu, tout ce pourquoi on avait travaillé. Mais maintenant tu as une maison, qu'est-il arrivé à cette saisie fiscale? Comment as-tu réglé ça? Il s'agissait d'une erreur administrative dans les papiers. Mon avocat a réglé ça assez rapidement. Une erreur? Sa voix montait d'un ton à chaque mot. Tu veux dire que l'argent n'a jamais vraiment été en danger? C'est exact. Nouveau long silence. Je pouvais littéralement entendre les engrenages tourner dans sa tête. Donc tu m'as laissé croire qu'on était ruiné. Tu m'as regardé paniquer et partir alors que tu savais depuis le début que l'argent était en sécurité? Je ne t'ai forcé à rien, Jessica. Tu as fait tes propres choix en fonction de tes priorités et de tes valeurs. C'est laquelle a complètement perdu le contrôle de la conversation. Mes priorités? J'ai été là pour toi pendant 3 ans. Je t'ai aidé à planifier et à te préparer à recevoir cet argent. J'ai regardé des annonces immobilières avec toi pendant des mois. J'ai investi mon temps et mon énergie émotionnelle dans notre avenir commun. Tu as regardé des annonces sur Zillow, ai-je corrigé, et tu travaillais environ 20 heures par semaine pendant que je payais 100% de nos dépenses. Je construisais ma carrière. J'allais contribuer bien plus une fois qu'on aurait emménagé dans la maison. Avec l'argent que tu croyais définitivement perdu. Ça n'a rien à voir. C'est exactement le sujet, en fait. Elle s'est alors mise à pleurer. Pas des pleurs tristes ou brisés, mais des larmes de frustration, de colère, comme un enfant qui pique une crise. Ce n'est pas juste. Cette maison, cet argent, tout ce qu'on avait prévu, je faisais partie de tout ça. On avait parlé de ce que ce serait à nous. Tu ne peux pas juste tout garder pour toi comme si je n'avais jamais compté. Et voilà, le masque était complètement tombé. Elle croyait sincèrement avoir droit à mon héritage parce qu'elle avait passé du temps à regarder des maisons en ligne et à parler de comment dépenser l'argent. Jessica, ai-je dit, et ma voix était probablement plus froide que jamais depuis le début de notre relation. J'ai vu tous les messages entre toi et Adam. Silence total, même pas un souffle. Je sais que tu prévoyais de me quitter dès que l'argent de l'héritage arriverait sur mon compte. Je sais que tu cherchais déjà des appartements avec lui. Je sais que tu lui disais que j'étais trop simple et ennuyeux pour toi, mais que l'argent en valait la peine. L'explosion a été immédiate et prévisible. Tu as violé ma vie privée. Tu es allé lire mes messages personnels. C'est une violation totale de mes limites. Tu avais laissé les messages ouverts sur l'iPad qu'on partage. Ce n'est pas du tout pareil. Puis est venue la parade désespérée des excuses et des justifications. Ce n'était pas ce que tu crois. Adam était juste un vieil ami. Elle se confiait à lui sur ses angoisses de couple. J'avais été distant et froid dernièrement, donc elle était confuse quant à notre avenir. Elle gardait juste ses options ouvertes parce qu'elle doutait de mon niveau d'engagement. Tous les classiques de l'infidèle prit la main dans le sac. Tu lui as dit explicitement que tu attendais mon héritage, ai-je affirmé calmement, et que tu allais ensuite devenir sienne. Elle a raccroché 15 minutes plus tard. Adam a appelé. T'es vraiment une ordure, tu le sais? A-t-il lancé sans salutation. Jouer avec ses émotions, lui faire croire que t'étais fauché juste pour lui retourner la tête, c'est carrément un comportement de psychopathe. Presque aussi psychopathe que de planifier de voler l'héritage de quelqu'un et de s'enfuir avec ton ex-petite amie. Elle ne volait rien. Elle a investi des années de sa vie en toi. Elle a mérité de profiter de cet argent. Elle a investi des années dans mon solde bancaire. Tu lui dois quelque chose, mec. Tu l'as menée en bateau, tu lui as fait croire que vous aviez un avenir réel ensemble. On avait un avenir ensemble. Jusqu'à ce qu'elle décide que mon avenir, mon compte en banque, n'était pas assez conséquent pour qu'elle reste. Adam a raccroché aussi. 2 heures plus tard, j'ai reçu le message que j'attendais. Je contacte un avocat dès lundi matin. Ce que tu m'as fait constitue un abus émotionnel et une manipulation psychologique. J'ai droit à une compensation pour le temps que j'ai investi dans notre relation et le traumatisme que tu m'as causé avec ta tromperie. Tu auras des nouvelles de mon avocat très bientôt. J'ai fait une capture d'écran de ce message et j'ai éclaté de rire, pour de vrai. Elle allait essayer de me poursuivre en justice pour l'avoir prise en flagrant délit de tentative d'infidélité et de vol.
Cette histoire devenait vraiment très intéressante. La menace juridique s'est révélée être exactement ce à quoi je m'attendais, du grand n'importe quoi. Aucun avocat sérieux n'accepterait un dossier où quelqu'un tente de poursuivre son ex-petite amie pour avoir découvert son plan d'escroquerie sentimentale. Mais Jessica n'en avait pas fini avec moi. Elle a tenté de détruire ma réputation et ma vie sociale. Elle a lancé une campagne complète sur les réseaux sociaux visant à me faire passer pour un monstre manipulateur et abusif. Son post Facebook était un chef-d'œuvre de manipulation victimaire, expliquant que je l'avais psychologiquement torturée en fabriquant de faux documents juridiques et en l'abandonnant cruellement au moment où elle avait le plus besoin de soutien. Évidemment, elle avait omis les petits détails comme le fait qu'elle prévoyait de voler mon héritage et de s'enfuir avec Adam. Elle s'est mise à commenter les publications de nos amis communs, glissant subtilement mon nom dans les conversations avec des phrases comme « c'est trop mignon », « j'aurais aimé que mon ex soit aussi attentionné au lieu d'être un sociopathe manipulateur lol », ou encore « certains hommes n'arrivent juste pas à être honnêtes sur ce qu'ils ressentent ». Adam s'est joint à la campagne avec enthousiasme, commentant mes publications Instagram avec des messages comme « jolie maison »,« j'espère que tu apprécies de vivre seul » ou « c'est bien d'avoir de l'argent, c'est mieux que l'amour apparemment ». Plusieurs de nos amis communs ont commencé à agir bizarrement avec moi. Quelques-uns m'ont même demandé si j'allais bien mentalement, avec ce ton inquiet que prennent les gens quand ils pensent que tu fais une dépression. Mais Jessica a commis une erreur capitale dans sa campagne de vengeance. Elle était tellement en colère et désespérée de se faire passer pour la victime qu'elle est devenue négligente sur les détails. Elle a publié une longue story Instagram sur les abus financiers et la masculinité toxique, qui concernait de toute évidence notre relation. La story incluait des détails précis sur la façon dont son ex l'avait fait croire qu'ils étaient pauvres uniquement pour la contrôler et la manipuler, puis révélé qu'il avait de l'argent depuis le début juste pour lui faire du mal. C'est là qu'elle s'est trahie. Elle a inclus des captures d'écran de certaines de nos conversations par message à propos de notre recherche de maison, sans doute pour prouver à quel point elle s'était investie dans notre relation et notre avenir commun. Le problème de ces captures, c'est qu'elles affichaient des dates et des horodatage. Des captures qui montraient qu'elle parlait avec enthousiasme de notre maison de rêve et de notre futur ensemble au même moment exact où elle écrivait à Adam pour dire qu'elle attendait l'argent de l'héritage pour pouvoir me quitter. J'ai soigneusement enregistré chaque publication et chaque capture avant qu'elle ne puisse tout supprimer. Mais l'erreur la plus grave de Jessica a été de déposer une véritable plainte au tribunal des petites créances contre moi. Elle m'a poursuivi pour 3 800 $, affirmant que je lui devais cette somme pour sa contribution aux dépenses du foyer et à l'investissement dans notre relation. Dans sa déclaration officielle, elle soutenait que je l'avais délibérément trompée sur ma situation financière dans le but de lui causer une détresse émotionnelle, et qu'elle méritait une compensation pour le temps et les efforts investis sous de faux prétextes. Lorsque j'ai reçu ces documents juridiques par la poste, j'ai éclaté de rire sincèrement. Elle était tellement désespérée d'obtenir une partie de l'héritage qu'elle était prête à aller au tribunal, là où tout deviendrait accessible au public, y compris les messages avec Adam, y compris la chronologie des faits entre le moment où elle m'avait quitté et le moment où elle croyait que l'argent était perdu, y compris ses propres publications sur les réseaux sociaux qui prouvaient qu'elle mentait sur la chronologie. Je n'ai même pas envisagé d'engager un avocat. La vérité était mon arme, et Jessica venait de me fournir assez de munitions pour détruire complètement sa plainte et sa réputation. Mais je ne comptais pas seulement gagner ce procès, je voulais m'assurer que tous nos amis apprennent exactement qui était vraiment Jessica. Le jour de l'audience au tribunal, je suis entré dans la salle avec un dossier qui faisait littéralement 3 pouces d'épaisseur. J'avais passé des semaines à préparer les preuves, organiser les dates, documenter chaque mensonge de Jessica. Elle et Adam étaient déjà assis quand je suis arrivé, tous les deux habillés comme pour un entretien d'embauche. Jessica chuchotait nerveusement à Adam en me montrant du doigt comme si j'étais un criminel dangereux. Elle allait bientôt découvrir ce qu'était un vrai criminel. Quand ce fut le tour de Jessica de présenter sa version, elle livra une performance digne des Oscars. Elle parla en larmes de la manière dont je l'avais psychologiquement manipulée et volé son avenir, évoqua le traumatisme émotionnel qu'avait été pour elle de croire que nous étions ruinés, expliqua comment elle avait gaspillé 3 années de sa vie à investir dans notre relation, et affirma qu'elle méritait une compensation financière pour sa contribution à notre vie commune. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années qui avait visiblement entendu tous les récits larmoyants possibles, hocha poliment la tête et prit des notes sans montrer la moindre émotion. Puis ce fut mon tour de présenter mes preuves. Votre honneur, ai-je commencé, je souhaite démontrer que les déclarations de la plaignante sont non seulement complètement fausses, mais constituent en réalité une tentative de tirer profit d'une fraude préméditée qu'elle avait elle-même planifiée contre moi. J'ai commencé par les messages, que j'ai lus à voix haute dans la salle d'audience silencieuse. Je n'attends plus que son héritage, ensuite je suis à toi. Le visage de Jessica est devenu d'une blancheur livide. Ces messages,
votre honneur, ont été envoyés durant la semaine même où mademoiselle Jessica prétendait être émotionnellement investie dans notre avenir commun. Ensuite, j'ai présenté une chronologie avec des dates précises. Jessica a quitté notre logement commun le 15 mars. L'avis de saisie fiscale fictif était daté du 15 mars. Mon héritage réel a été viré sur mon compte le 22 mars, soit une semaine entière après qu'elle ait abandonné notre relation. La plaignante a mis fin à une relation de 3 ans dans un délai de 6 heures après avoir cru que mon héritage était perdu. Votre honneur, elle a ensuite déposé cette plainte lorsqu'elle a découvert que l'héritage était réel et que j'avais utilisé ces fonds pour acheter une maison. Mais je ne faisais que commencer. J'ai sorti des impressions de ces publications sur les réseaux sociaux, chacune surlignée et annotée avec les dates et heures. Ces publications, votre honneur, montrent la plaignante en train de parler publiquement de notre avenir commun et de notre maison de rêve aux dates exactes où elle écrivait en privé à Monsieur Adam pour lui dire qu'elle comptait me quitter pour lui. J'ai également remis des captures d'écran de sa story Instagram où elle avait accidentellement inclus nos messages privés, avec les dates bien visibles. La plaignante a involontairement fourni des preuves de sa propre tromperie et tentative de fraude, votre honneur. La juge a alors regardé Jessica droit dans les yeux. Avez-vous quelque chose à répondre à ces éléments? Jessica a tenté désespérément de prétendre que les messages avaient été sortis de leur contexte, qu'elle était simplement confuse à propos de ses sentiments. Mais les dates ne mentent pas et les horodatages n'ont pas d'émotion. Puis elle a commis l'erreur catastrophique qui a scellé son sort. Même si je parlais à Adam, a-t-elle déclaré, sa voix devenant plus aiguë et plus défensive, ça ne change rien au fait que j'ai investi 3 années de ma vie dans cette relation. Je l'ai aidé à planifier cet argent, je mérite d'en profiter autant que lui. Les sourcils de la juge se sont légèrement arqués. Êtes-vous en train d'affirmer sous serment que vous pensez avoir droit à une partie de l'héritage du défendeur? Oui, je veux dire, on avait tout planifié ensemble, la maison, notre avenir, toute notre vie. Cet argent était censé être à nous deux. Sur quelle base légale fondez-vous cette réclamation? Nous allions nous marier, on en parlait tout le temps. Étiez-vous légalement fiancés? Eh bien non, mais nous en parlions constamment. Avez-vous contribué financièrement d'une quelconque manière à l'héritage lui-même? J'ai apporté un soutien émotionnel, je construisais notre avenir. La juge en avait entendu assez. Elle a rejeté la plainte de Jessica avec préjudice et l'a condamnée à payer mes frais de justice. Mais le vrai feu d'artifice a commencé sur le parking du tribunal. Adam et Jessica se sont immédiatement lancés dans une dispute à hurler, s'accusant mutuellement d'avoir fait échouer leur plan de manière aussi spectaculaire. Il était furieux qu'elle l'ait entraîné au tribunal et qu'il soit passé pour un idiot. Elle était en colère qu'il n'ait pas mieux soutenu son récit. J'ai filmé toute leur dispute depuis mon camion. Cette vidéo, combinée aux captures des documents judiciaires montrant l'échec de la plainte de Jessica, est devenue virale quand j'ai publié l'ensemble en ligne. Non seulement parmi nos amis communs, mais vraiment virale sur plusieurs plateformes. Reddit a relayé l'histoire en premier, puis Twitter, puis TikTok. En 48 heures, la vidéo avait dépassé les 3 millions de vues, et Jessica était devenue la figure emblématique d'Internet des petites amies vénales. Adam est devenu un mème intitulé « Le mec de l'ombre qui se fait humilier ». Leur dispute sur le parking du tribunal a donné naissance à des dizaines de vidéos de réactions et de chansons remixées. Mais les vraies conséquences ne faisaient que commencer. Jessica a été licenciée de son poste en marketing lorsque la vidéo virale est arrivée jusqu'à sa supérieure. Apparemment, quand on devient célèbre sur Internet pour être une manipulatrice intéressée, les entreprises ne veulent plus qu'on représente leur image auprès des clients. Adam a perdu son poste en vente quand son employeur a vu la vidéo et a décidé qu'il faisait preuve de mauvais jugement et de problèmes d'intégrité. La demande de location de Jessica pour un nouvel appartement a été refusée quand la gestionnaire de la résidence a googlé son nom et trouvé les archives judiciaires, plus la vidéo virale. La copine d'Adam, et oui, il trompait quelqu'un d'autre aussi, l'a mis dehors et a gardé leur chien après avoir vu la preuve vidéo de son infidélité. En moins de 30 jours, ils sont passés de la planification d'une vie de rêve financée par mon héritage volé à être tous les deux au chômage, sans domicile et tristement célèbres sur Internet pour toutes les mauvaises raisons. C'est à ce moment-là que les supplications ont commencé. Jessica m'a appelé en pleurs, demandant s'il y avait un moyen que je l'aide à traverser cette période difficile. Elle affirmait avoir tiré une leçon de cette histoire, qu'elle réalisait combien elle avait tout gâché. Elle voulait savoir si on pouvait repartir à zéro et reconstruire ce qu'on avait. Adam s'est carrément présenté à mon lieu de travail, la casquette à la main, me suppliant de retirer la vidéo. Il disait que cela détruisait sa vie et qu'il avait appris sa leçon à propos du respect dans une relation.
Il m'a proposé de faire n'importe quoi si je l'aidais à réparer sa réputation ruinée. Je leur ai donné exactement la même réponse à tous les deux. Vous avez fait vos choix, maintenant vous devez vivre avec les conséquences. Ils ont créé toute cette situation avec leur cupidité, leurs mensonges et leur trahison. Ils pouvaient s'en sortir en devenant de meilleures personnes, mais ce n'était ni ma responsabilité, ni mon problème.